Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à l'université. Je me permets de dire ça parce que je suis professeur ici avec François. On est à la fois enseignant à l'ISTIC, et donc c'est l'UFR d'informatique électronique à l'université. On lui a donné un petit nom, je ne sais pas d'où ça vient dans le passé. Et puis, on est à la fois chercheur au laboratoire de recherche IETR. Donc là, j'ai pris le format de présentation quand on fait une présentation de recherche IETR, juste pour ça. Et donc, je vais vous parler des signaux LoRa. Alors, il y avait eu une excellente présentation au mois de mai dernier de deux de nos collègues. Vous êtes ici, non, sur l'utilisation de mèches élastiques. Je vais faire référence à ça à la fin de la présentation. Et justement, mon but était de dire d'autres choses qu'eux, parce qu'ils ont tout dit ce qu'il fallait dire sur mèches élastiques. Et comme ça a été capturé en vidéo, eh bien, j'ai mis le lien vers la vidéo à la fin. Donc, vraiment, pour mettre en œuvre du réseau LoRa radio amateur, vous pourrez aller regarder leurs vidéos, ils disent tout. Donc, moi, je vais parler d'autre chose. En gros, je vais essayer de prendre un peu de recul, c'est-à-dire, bon, ben maintenant, pourquoi LoRa à quoi ça sert ou pourquoi ça a été inventé et d'où ça vient. Donc, en gros, c'est quoi LoRa qu'a donné François comme titre est très, très juste. Alors, LoRa. Déjà, il y a plusieurs façons de dénommer ce que c'est que LoRa. Alors, moi-même, je suis radio-amateur, mais je ne pratique pas, donc je n'ai pas forcément votre vocabulaire. Donc, déjà, mettons-nous d'accord sur le vocabulaire. Suivant le domaine où on appartient, LoRa, on peut appeler ça une modulation. Donc peut-être que vous appelez ça une modulation ou un standard radio. Moi, dans mon domaine, alors les militaires appelleraient ça une forme d'onde. Et dans mon domaine de chercheur ou d'ingénieur en électronique, on appelle ça une couche physique. Ok, donc tout ça, c'est la même chose. Vous diriez quoi? C'est un standard radio? Ou une modulation? Bon. Donc vous voyez, j'ai l'impression que même entre eux, vous n'êtes pas d'accord. Pardon? Ouais, couche physique, ça vous parle. Parce que moi, couche physique, j'avais peur que ce soit un terme trop académique, si vous voulez. Non, couche physique, ça vous parle. Bon, bah donc c'est très bien. D'accord. Ouais. C'est par rapport aux 7 couches. Moi, je ne vais jamais au-dessus de la couche 1. Hein. Alors, c'est donc une technologie radio. Alors, LoRa, ça veut dire long range. Donc, en anglais, longue portée. Et ça a été développé pour l'Internet des objets. D'accord? Alors, l'Internet des objets, ça se dit aussi IoT en anglais. Ça a été créé par la société française de Grenoble, Cycléo, en 2009. Malheureusement, ça a très vite été racheté par des Américains. Ou malheureusement, je ne sais pas si on peut dire malheureusement, mais en gros, maintenant, on ne peut plus revendiquer que ce soit français. Ça a été racheté par une énorme boîte américaine qui s'appelle Semtech en 2012. Et ils l'ont quand même racheté 21 millions d'euros. Donc il y avait un beau potentiel. Semtech, c'est une société qui fabrique des composants. Donc ils veulent vendre des composants. Alors comme on va voir que l'IoT, on est censé avoir des milliards d'objets IoT qui arrivent dans notre quotidien dans les années qui viennent, eh ben, eux ils se sont dit on va vendre des milliards de composants en faisant des puces LoRa, et ils n'ont pas forcément eu tort. Donc voilà, hein. Eux, le but, c'est de vendre des puces. Et pour vendre des puces, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui s'intéressent à LoRa. Donc, du coup, ils vont faire appel à candidature à tous les gens intéressés pour travailler dans LoRa. Alors, quand je dis les gens, c'est les entreprises. Hein. Pour venir faire du business autour de LoRa, donc faire des objets, faire du réseau, faire des capteurs, faire tout ce que vous voulez. Et ils appellent ça la LoRa Alliance. Donc, sur la LoRa Alliance, vous aurez plein d'infos aussi sur ce que c'est que LoRaWAN. Parce que vous allez voir, ce n'est pas tout à fait pareil que LoRa. Alors, si je reviens sur l'Internet des objets, l'objectif, hein, c'est de permettre de connecter des capteurs de manière non filaire à un réseau. Du coup, il faut une couche physique radio, et LoRa se propose ici de faire ça. Il se trouve qu'on peut aussi envoyer des signaux vers des objets, donc on peut aussi activer des actionneurs. Hein. Mais la principale chose à laquelle on pense, c'est d'abord de pouvoir récupérer des infos de capteurs. Et première chose, c'est qu'on veut une grande distance par rapport au réseau aux radios qu'on connaissait actuellement. Donc par exemple, Bluetooth Low Energy, c'est super, mais Bluetooth Low Energy, vous ne sortez pas de la pièce. Bon, ben là, le but, c'est que ça porte à 20 km. Deuxième objectif, c'est que bien qu'on ait envie de communiquer loin, on veut que l'autonomie soit longue. C'est-à-dire qu'on veut
que la batterie de ce genre d'objet puisse tenir 10 ans. Hein. Et quand je dis batterie, c'est pile bouton. 10 ans. Donc on veut quelque chose qui soit capable de communiquer à plus de 20 km de distance, qui ait une batterie pile bouton et qui dure 10 ans. Donc les objectifs sont grands. Voilà ce que c'est que l'Internet des objets, c'est ça qu'on veut. Alors, les applications de l'Internet des objets, ben, c'est tout et n'importe quoi. On veut tout connecter, hein, vous voyez, les vaches, les bébés, les balances des bébés, les tables, les chaises, les vêtements, enfin, je dis pas mais les idées peuvent être aussi farfelues, enfin, tout ce qu'on imagine. Dans la maison, on peut connecter chaque robinet pour savoir s'il n'y a pas un robinet qui coule, ou bien au moins le compteur d'eau pour savoir s'il n'y a pas une fuite. Tout. On peut se connecter soi-même pour vérifier qu'on est en bonne santé et si on dort bien. Enfin, on commence à voir ça. Hein, les montres connectées, hein, c'est un aspect de l'Internet des objets. Alors, tout ça, c'est pour le meilleur et pour le pire. Hein. Pareil, dans l'agriculture, dans les transports et tout, on imagine qu'on va avoir de plus en plus de choses qui vont être transportées, par exemple, par des drones et des choses comme ça. Et c'est par les drones, ils vont identifier les objets qu'ils ont à déplacer, savoir où ils doivent les envoyer et tout, par des capteurs. Bon, bref. Alors, les caractéristiques radio, je répète, c'est longue portée et autonomie, et très longue autonomie. Donc, c'est complètement incompatible. Alors, comment on peut faire ça? Comment LoRa propose de faire ça, mais LoRa n'est pas la seule technologie, mais c'est la technologie la plus déployée, la plus développée. Eh bien, il va falloir émettre le moins souvent possible. C'est-à-dire, si vous voulez faire du haut débit en permanence, c'est pas ce genre de technologie qu'il faut regarder. 2, alors, il faut émettre le moins souvent possible et le moins longtemps possible. C'est-à-dire, quand on va émettre, on va en mettre quelques centaines de millisecondes, voire 1 seconde, et puis c'est tout. Et il faut émettre peu de données, un débit faible, parce qu'on va utiliser une bande passante faible. C'est tout ça qui va nous permettre de peu consommer, tout en ayant un objectif d'émettre loin. Okay, donc ça, c'est le défi à relever, et LoRa est une proposition qui va dans ce sens-là. Alors pourquoi il faut émettre le moins possible et tout? Parce que quand on regarde ce que consomme un capteur, donc là vous voyez, vous avez au cours du temps les différentes fonctions que fait un capteur, donc l'électronique d'un capteur. Donc l'électronique d'un capteur, vous avez un microcontrôleur avec un capteur qui capte une information, ça peut être une température, une position, n'importe quoi, et puis ensuite il émet cette information, il s'endort. Donc il dort 99% du temps, hein. C'est ce qui est écrit là, voilà, 99% du temps ce capteur il dort, et 1% du temps il fait ça. Et quand il fait ça, là, il y a le capteur qui fait sa mesure. Et en fin de compte, on se rend compte que ce n'est pas ça qui consomme le plus. Ce qui va consommer le plus, c'est les deux phases d'émission et de réception. Donc, en gros, pour que votre batterie de ce capteur, de cet objet, dure longtemps, c'est simple, c'est l'émission et la réception qui vont consommer. Donc, l'émission et la réception doivent durer le moins longtemps possible. Alors, LoRa, du coup, voilà. LoRa, qu'est-ce qu'il revendique? Il revendique, alors du coup j'ai du mal à voir sur mon écran, hop, il revendique une portée de 5 km en ville, 20 km en rural, vous verrez même qu'il revendique 30 km en rural, mais d'expérience on obtient plutôt 20 km. Une faible consommation pour avoir 10 ans d'autonomie, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire, hein. LoRa il répond au problème de l'Internet des objets. Alors du coup les débits qui vont me permettre de faire, c'est ce genre de débit, donc très faible hein, par rapport au système radio qu'on connaît d'habitude. Et la taille des paquets aussi est extrêmement faible. Hein. Là, il ne faut pas s'imaginer transmettre des images, quoi, hein. C'est vraiment transmettre une position, transmettre une valeur de capteur ou quelques valeurs de capteur. Et puis, l'idée aussi, hein, c'est que du coup, alors ça, c'est vraiment pour les gens qui font du LoRaWAN, c'est que si on veut faire capter ces données par un réseau, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de stations de base à mettre. On appelle ça des passerelles dans ce langage-là, c'est-à-dire qu'il en faut moins que pour la téléphonie mobile. Bon, la téléphonie mobile n'a pas une portée de 20 km, donc il en faut moins et coûte pas cher. Alors, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La fameuse modulation LoRa, c'est une modulation issue du monde du radar. Effectivement, un radar, c'est exactement ce qu'on veut. C'est qu'on veut qu'il y ait une grande portée. Et puis, un radar, hein, c'est quelque chose qui émet une impulsion à des kilomètres vers le ciel. Là, vous avez quelque part un avion, vous imaginez, à 20-30 kilomètres, là. Et cet avion, il y a une toute petite partie de l'énergie que vous avez mise qui va être reflétée sur l'avion et revenir vers vous.
Donc autant dire que les radars sont bien connus pour avoir une excellente sensibilité. Finalement, l'Internet des objets requiert les mêmes capacités, donc LoRa, ils se sont inspirés des technologies radar. Alors comment ça marche cette impulsion radar que je vous ai dite? En fin de compte, ce n'est pas tout à fait une impulsion. Dans l'impulsion, ce qu'on met, c'est qu'on met une porteuse. Donc l'impulsion, il y a une porteuse dedans, donc une sinusoïdale, et en plus, cette porteuse, elle n'est pas à fréquence unique, c'est une porteuse dont la fréquence augmente le long de l'impulsion. Eh bien, ça, on appelle ça un chirp. Voilà, donc je vous ai dessiné un chirp. Vous voyez, sur la gauche, l'ondulation a une période relativement grande, et plus on va sur la droite, plus l'ondulation a une période faible. Ça veut dire que entre le début de l'émission du signal et la fin, la fréquence de la porteuse a augmenté. Eh bien, on va voir que LoRa, c'est une modulation qui s'appelle du Chirp Spread Spectrum, ou CSS. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Alors, un symbole LoRa, ça va donc être non pas une impulsion, comme pour du radar, mais ça va bien être, par contre, un chirp, c'est-à-dire qu'on va commencer à émettre un signal et on le fait augmenter en fréquence le long du symbole. Donc, c'est ce qui est représenté ici. Ici, ce que vous voyez, c'est que sur la durée d'un symbole, TS, vous allez commencer une certaine fréquence et finir à une fréquence qui est plus élevée, c'est-à-dire que vous allez émettre une espèce de signal qui va avoir une certaine bande passante qu'on appelle BW pour bandwidth en anglais, et qui va être émise le long du symbole. Alors, cette représentation est très pratique parce qu'on voit que finalement c'est une rampe. Si je regarde maintenant le signal qui est effectivement émis, c'est ça. Donc ça, c'est la même chose, sauf que ici en bas, je représente l'amplitude en fonction du temps, alors qu'en haut, je représente la fréquence en fonction du temps. Donc émettre un signal LoRa sur un symbole, c'est quoi? C'est émettre une porteuse dont la fréquence augmente tout le long du symbole. Donc, représenté dans le domaine fréquentiel, ça fait ça. Et représenté dans le domaine temporel, ça fait ça. OK? Donc, ça, c'est la même chose, mais représenté l'un dans un axe temps-fréquence et l'autre représenté dans un axe temps-amplitude. Alors, les paramètres importants que vous allez tout de suite voir si vous traitez LoRa, ça va être donc la bande passante, c'est-à-dire quelle est la différence entre la fréquence au début du symbole et la fréquence à la fin de symbole. La durée du symbole, TS, donc ça on vient d'en parler. Il y a aussi deux autres paramètres qui sont importants, c'est le spreading factor ou facteur d'étalement, parce que je vous ai dit que la modulation LoRa, c'est du chirp spread spectrum, donc l'étalement de spectre par chirp. Donc là, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un chirp. Après, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que l'étalement de spectre. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que quand on va utiliser LoRa dans la bande à 868, et quand on fait de l'Internet des objets, c'est ce qu'on fait 99% du temps, eh bien, du coup, on se retrouve confronté à deux contraintes liées à la bande à 868. Un, c'est qu'on n'a pas le droit d'émettre à plus de 25 milliwatts. Et deux, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser cette bande plus de 1% du temps. Alors il se trouve que ça tombe très bien avec ce qu'on veut faire en Internet des objets, puisque en Internet des objets, on veut émettre peu souvent. Et ça va permettre à ce qu'il y ait beaucoup d'objets qui puissent aller dans cette bande-là. Donc du coup, le duty cycle, on appelle ça, c'est le temps où on a le droit d'occuper la bande, il doit être inférieur à 1%. Et en gros, cette réglementation a été faite exprès pour permettre le développement de l'Internet des objets et qu'il y ait beaucoup de propositions. Okay, donc voilà les 4 paramètres qui vont être vraiment importants, enfin 4 ou 5. Alors, si je reviens sur mon symbole LoRa, je vous ai dit, le symbole LoRa, c'est une rampe de montée en fréquence. Mais on pourrait aussi descendre en fréquence. Une rampe de descente. Donc moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, très bien, quand je vais mettre un 1, parce qu'attention, c'est une modulation numérique, je vais faire une montée en fréquence. Quand je vais mettre des 0, je vais faire une descente en fréquence. Ça va être vachement simple, la modulation LoRa. Il se trouve que ce n'est pas ça. Parce que voilà, quand on reçoit un signal LoRa, alors pareil, ça c'est en temps fréquence, donc c'est un waterfall. Pour ceux qui voient, c'est une vue du spectre en fonction du temps. Donc c'est cohérent avec mes schémas du dessus. Donc on voit effectivement ici qu'on reçoit des
montées en fréquence, des montées en fréquence. Donc là, on reçoit plusieurs symboles qui montent, puis là, 2 symboles qui descendent. Donc on appelle ça des up chirp. Puis là, on reçoit 2 down chirp. Ben, ça, en fin de compte, c'est juste un pilote pour prévenir le récepteur, ça y est, j'émets, attends-toi à recevoir quelque chose. Et quand on va recevoir des symboles, eh bien, ça va être des choses comme ça. Et en fin de compte, c'est quoi ces choses-là par rapport au up chirp et au down chirp? Est-ce que vous arrivez à voir? En fin de compte, c'est comme si c'était des up chirp coupés au milieu et des down chirp, enfin des up chirp seulement coupés au milieu. Et ils ne sont pas tous coupés au même endroit. Et suivant l'endroit où ils sont coupés, ben, ça veut dire que c'est telle valeur ou telle autre. Et donc, voilà, c'est ça qui se passe. Donc, si vous avez les symboles de préambule qui sont là, ben, vous allez avoir un up chirp comme ça, qui commence en bas de la bande et qui monte en haut de la bande. Par contre, quand vous avez des données, ben, vous commencez à une certaine hauteur, et puis comme il faut bien au bout d'un symbole avoir parcouru toute la bande, hop, quand vous êtes arrivé au max, vous redescendez et vous repartez aux fréquences basses. Et puis ça, c'est un autre symbole, donc on part d'un autre endroit et on arrive à un autre endroit. Et c'est en fonction comme ça de où est-ce qu'on part au début du symbole et où est-ce qu'on arrive qu'on différencie les symboles. Alors là, hein, on retrouve notre TS et notre BW que l'on a ici. Hein, ici, c'était plus large, mais on retrouve la même information. Alors regardez, hein, si je reprends le même schéma qu'avant, ça veut dire que ici, mon chirp, il va avoir cette tête-là. Et sur ce symbole-là, il va avoir cette tête-là, donc il va commencer une fréquence moyenne, il va aller jusqu'à la fréquence haute, puis il va s'arrêter pour commencer à la fréquence basse. Et lui, ben, c'est pareil, mais c'est légèrement décalé. Et lui, c'est pareil, mais c'est légèrement décalé. Alors, c'est pas, enfin, faut juste se dire que c'est comme ça. Hein. Après, ça marche. Les récepteurs et les émetteurs sont faits pour fonctionner avec ça. Mais c'était pour vous donner, moi, le but, c'est de vous apprendre un peu des choses quand même, en plus de ce que vous connaissez déjà. Alors, vous voyez que du coup, hein, dans le premier symbole qui a été mis, ben, c'est un symbole, donc ça veut dire un symbole, c'est plusieurs bits. Donc, quand on envoie ça, ça veut dire qu'on a émis les bits 00. Quand on envoie ça, c'est qu'on a émis, quand on envoie ça, c'est qu'on a émis les bits 00. Quand on veut émettre les bits 01, ben, c'est ça qu'on émet. Quand on veut émettre les bits 10, c'est ça qu'on émet, et ainsi de suite. Alors nous, hein, ce qu'on va voir, c'est qu'en fin de compte, il y a plus de symboles que ça. Il n'y a pas que 2 symboles, il n'y a pas que 2 bits par symbole. Il y a plus de symboles que ça, mais après c'est irreprésentable. Enfin, on n'arrive plus à représenter. Donc c'est un exemple qui est sorti d'une source que je vous donnerai à la fin, de Sylvain Montagny de l'Université du Mont-Blanc, qui a fait un excellent livre, excellente vidéo là-dessus, dont je vous donne les références à la fin parce qu'il faut à tout prix que vous alliez le regarder. Alors du coup, hein, la bande passante d'un signal, BW, je vous ai montré un exemple pour l'instant où c'était 125 kHz. Il se trouve que la première puce qu'a fait Semtech, elle avait 3 bandes passantes possibles, 500 kHz, 250 kHz ou 125 kHz. Alors pour vous, ça peut paraître être des bandes larges, parce que je vous ai dit, l'Internet des objets, il faut que ce soit des bandes courtes, là, enfin un peu étroites. Mais par rapport à la téléphonie mobile ou au Wi-Fi, c'est des bandes extrêmement réduites. Hein. Donc ça, c'est des petites bandes, du point de vue des systèmes, je dirais, commerciaux. La deuxième puce qu'ils ont faite, la SX1276, elle peut encore descendre la taille de la bande. Et alors, quand on est dans la bande à 868 mégas, eh bien, donc c'est ce qui est représenté dans cette zone-là, il y a la bande à 868 mégas, elle est découpée en plusieurs sous-bandes, et en général, si vous achetez des objets, ils vont toujours être là au début, c'est-à-dire qu'ils vont être sur les canaux 868.1, 868.3 et 868.5 MHz. Par défaut, ils sont très souvent là si vous achetez des objets commerciaux. Il se trouve qu'il n'y a pas que ça. Hein. On pourrait aller aussi dans cette bande-là, et vous voyez que ces 2 bandes, la bleue et la rose, sont des bandes où on n'a pas le droit d'émettre plus de 1% du temps, et on n'a pas le droit d'émettre plus de 25 mW. Alors, les autres sous-bandes, si vous voulez, sont différentes. Si à la fin, pendant les questions, vous voulez que je vous en parle, je vous en parlerai, mais là, je ne vais pas m'étendre dessus. Donc, aussi, il faut bien voir hein, qu'on est dans des bandes non licenciées. Hein. Donc là, je ne suis pas dans des bandes radio amateurs, mais j'ai le droit d'utiliser sans être opérateur, puisque c'est des bandes non licenciées. Je vous représente la bande à 868, où l'Internet des objets est déployé à 95%, mais on pourrait en faire à 433, et à 2,45 gigas, en gros, dans d'autres bandes non licenciées.
les bandes ISM. Okay. Alors voilà des mesures que j'ai faites en TP avec mes étudiants. Donc quand on reçoit, là c'est avec SDR Sharp, avec une petite clé RTL SDR et SDR Sharp. Donc on voit le spectre en haut et en bas on voit un waterfall. Et quand on reçoit un signal LoRa, on voit ça, c'est-à-dire qu'on voit que les fréquences, ça a duré un certain temps, puis qu'on voit que les fréquences a bougé. On ne capte pas tout avec ce genre de mesures, mais on voit un peu des choses. Et là, par exemple, nous, quand on reçoit un message comme ça qui dure assez longtemps, c'est qu'on a utilisé un spreading factor de 12. Parce qu'on va voir que le spreading factor, il peut aller de 7 à 12 en LoRaWAN. Et plus le spreading factor est long, plus la durée de transmission est longue. Donc là, vous voyez, on reçoit un signal avec un spreading factor de 12. Et là, par contre, on a un signal qui est très court, qui utilise la même bande passante, qui est de 125 kHz, mais là, c'est avec un spreading factor de 7. Donc il y a la même quantité d'informations qui est envoyée. Dans un cas, c'est plus long, dans un autre cas, c'est plus court. En jouant sur le spreading factor, on va jouer, je vais vous montrer, sur la portée, et on va jouer sur le temps d'émission. Et là, c'est des signaux de 500 kHz de bande. Donc là, on voit que la bandwidth, c'est de 500 kg. Et puis, on voit, hop, qu'il y a un étudiant qui n'a pas fini la première question du TP, là, et qui est encore sur la bande à 125 kHz à ce moment-là. Alors, maintenant, c'est là qu'on arrive à la chose la plus compliquée, c'est qu'est-ce que c'est que l'étalement de spectre? Alors, cette planche, j'ai hésité longtemps à la passer ou à la montrer, donc je vais la montrer très rapidement. S'il y a des questions, on pourra y revenir après. L'étalement de spectre, c'est quoi? C'est quand on a besoin d'émettre des symboles qui ont une durée de TS, ça va occuper une bande 1 sur TS, une certaine bandwidth. Et en fin de compte, l'étalement de spectre, ça va faire quoi? De façon très contre-intuitive, on va faire exprès d'utiliser une bande plus large. C'est-à-dire qu'on va transmettre des symboles qu'on va appeler des chips qui sont plus petits. Attention, c'est des chips. Ce n'est pas des chirps, ça n'a rien à voir avec le chirp de tout à l'heure, c'est des chips. C'est comme des bits, comme des symboles, mais ils sont plus rapides. Ça veut dire quoi? Qu'au lieu d'émettre un symbole, on va émettre toute une séquence de code qui est faite de plein de chips. Ça va nous faire utiliser une plus grande bande. C'est très rarement ce qu'on cherche à faire, mais il se trouve que ça a plein d'avantages de faire ça. C'est ce qu'utilise votre téléphone en 3G. C'est ce qu'utilise le GPS. C'est ce qu'utilise, par exemple, des choses comme ça. Et il se trouve que, dans ce cas-là, le spreading factor dont j'ai commencé à parler, il est égal au rapport de la durée du symbole sur la durée du chip, ou il est égal à la largeur de la bande étalée sur la largeur de la bande désétalée. Et on appelle ça le gain de traitement. Et ça, c'est l'étalement de spectre dont tout le monde parle. Sauf que LoRa, il fait de l'étalement de spectre, mais lui, il n'étale pas la bande. Alors, c'est un peu bizarre de faire de l'étalement sans étaler la bande. Et donc, ça veut dire quoi? Que tout simplement, quand on augmente le SF, on n'étale pas on reste dans la même bande. Donc, tout simplement, on a plus de choses à transmettre dans une même bande. Donc, on va juste mettre plus longtemps à les transmettre. Donc, l'étalement de spectre à la sauce LoRa ne va pas étaler la bande, il va étaler la durée de transmission. Mais l'effet va être le même, c'est-à-dire qu'on va avoir une plus longue portée. Alors, je passe très vite là-dessus parce que c'est quand même très compliqué. Alors du coup maintenant, quand on va utiliser la modulation LoRa, on va avoir le choix, par exemple, d'augmenter le spreading factor, et ça va nous permettre d'avoir une portée plus grande. Bien, on est content. Le problème que je viens de vous expliquer, c'est qu'à ce moment-là, on va transmettre plus longtemps. Et si on transmet plus longtemps, qu'est-ce qui se passe? On consomme plus, parce que je vous ai expliqué avant que la consommation, elle est exactement due au temps de transmission. La consommation de tout l'objet, elle est quasiment uniquement due au temps de transmission. Donc, plus on veut émettre loin, plus on va devoir consommer, ce qui est quand même un peu normal. Et puis, il y a un autre risque, c'est comme on est dans des bandes non licenciées, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arbitre, ça veut dire que tout le monde peut émettre quand il veut, et on n'est pas à l'abri qu'un autre objet, il veuille utiliser la même bande de fréquence que nous au même moment, donc on peut avoir des collisions. Et plus on reste longtemps dans l'air, plus notre signal reste longtemps dans l'air, plus il y a des risques de collision. Mais par contre, voilà, on peut mettre plus loin. Alors, dans le standard LoRaWAN, dont je vais vous parler après, qui est une façon d'utiliser LoRa, la façon majoritaire, le spreading factor est fixé entre 7 et 12. Et maintenant, on peut aussi jouer sur la bande passante. Et pour la bande passante, on a aussi le même effet. Donc, plus la bande passante est petite, plus la portée est grande. Et plus la durée de transmission est longue. C'est un peu la même chose qu'avant. Il y a un avantage et un inconvénient.
Et là, je vous donne, pour l'une des puces, Semtech, la première, eh bien, la SX1272, les 3 bandes utilisées, c'est 125 kHz, 250 kHz et 500 kHz. Eh bien, du coup, si on fait des calculs de propagation, enfin de bilan de liaison avec ces deux paramètres, on se rend compte qu'on peut représenter, suivant le spreading factor, qui est en bas, voilà, pour les différentes valeurs de spreading factor, alors je ne vois pas trop où est ma souris, voilà, SF7, SF8, SF9, pour chacun des spreading factors pour les 3 bandes, eh bien, on a ici la portée en kilomètres. Donc vous voyez la portée en kilomètres. Et ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le 30 km qui est revendiqué par Semtech, qui est la portée que peut atteindre LoRa. Ben, c'est quand on fait quoi? On utilise le plus grand spreading factor 12 et on utilise la plus petite bande, 125 kHz. Et puis donc, vous avez tous les autres calculs. Alors attention, hein, par contre, le temps de transmission est très long. Et là, ça peut atteindre jusqu'à 1 seconde d'émission d'un paquet LoRa. Donc, comme vous n'avez le droit d'utiliser la bande que 1% du temps, quand vous émettez ce genre de paquet, normalement, dans les 100 secondes qui suivent, vous n'avez plus le droit d'émettre. Alors, si on veut que la batterie dure 10 ans, attention, il ne faut pas émettre un paquet toutes les 100 secondes, il faut émettre un paquet une fois par jour, ou une fois, peut-être 2 fois par jour, si vous voulez que votre batterie dure 10 ans. Bon. Alors, maintenant, cette modulation LoRa, elle peut être utilisée pour quoi? Pour faire de l'Internet des objets, parce que c'est son but, hein. C'est pour ça qu'elle a été inventée. Et je dirais que c'est 99% des cas d'utilisation de LoRa. Mais on peut utiliser LoRa pour faire une communication point à point entre 2 objets. Ce n'est pas interdit. À ce moment-là, on fait du LoRa, mais on ne fait pas du LoRaWAN. Et là, vous décidez vous-même de ce que vous transmettez. On peut aussi utiliser du LoRa pour faire du réseau ad hoc, et c'est là, ou des réseaux méchés, ou en mèche, on appelle ça, c'est là qu'il y a eu l'excellente présentation des collègues au mois de mai dernier, auquel je vais faire référence. Et il y a aussi du LoRa par satellite, donc pour faire de l'IoT par satellite. Alors, si je fais une planche sur chacun d'eux, alors quand on fait de l'Internet des objets avec du LoRa, ben, c'est ça qu'on appelle LoRaWAN. Ça veut dire quoi? Qu'on est obligé de respecter des règles qui sont liées à la bande 868 MHz qu'on utilise en général. Et la norme LoRaWAN définit ce qu'on doit mettre dans les trames, comment sont construites les trames. Comme ça, vous achetez un objet chez un fabricant A et vous communiquez avec un réseau qui utilise, lui, une passerelle faite par un fabricant B. Les deux se comprennent parce qu'ils suivent le même protocole et les mêmes paramètres radio. Et ça, c'est une topologie en étoile. Ça veut dire quoi? Vous avez quelque part une passerelle ou une gateway, et puis vous avez des objets qui émettent, et puis ben, la passerelle, elle les reçoit. Alors, contrairement à la téléphonie mobile, il n'y a pas qu'une seule passerelle à un seul endroit. En téléphonie mobile, quand vous avez une station de base, il n'y en a qu'une à chaque cellule. Là, comme n'importe qui peut déployer des passerelles, vous pouvez avoir des dizaines de passerelles à des endroits très proches, ce qui est le cas sur ce campus. Par contre, il y a des identifiants à donner au réseau avec lequel on veut se connecter, pour que notre objet communique avec le réseau qu'on veut, pas le réseau de quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas. Alors maintenant, quand cette gateway reçoit des signaux, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle est câblée par une fibre optique ou par un réseau informatique IP n'importe lequel, au réseau dans lequel il y a ce qu'on appelle un LoRa Network Server, et c'est lui qui identifie le contenu des messages et qui voit si le message qu'il reçoit est un objet qu'il connaît ou pas. Ça aussi, je pourrais vous en parler plus si vous avez des questions après. Alors maintenant, deuxième cas d'utilisation de LoRa, c'est de faire des communications point à point. Alors du coup, hein, par rapport à des communications Bluetooth ou bien Zigbee, des trucs qu'on utilise souvent pour faire ça, ben là, on a une plus longue portée, donc c'est très intéressant. Et puis, notamment, pour ça, eh bien, certains utilisent des signaux dans la bande à 2,45 gigas. Et là, du coup, ben, vous n'êtes plus soumis aux règles qui disent que vous n'avez le droit d'utiliser le spec 1% du temps et que vous avez 25 mW de maximum de transmission. Donc là, vous pouvez faire des transmissions plus longues, avec des débits plus importants, etc. Par contre, attention, vous n'allez pas avoir une autonomie de 10 ans. Là, c'est plus l'autonomie du tout qui est recherchée, hein. Là, c'est plus l'Internet des objets. C'est si vous voulez faire une communication entre 2 objets à quelques kilomètres, vous pouvez utiliser ça. Alors, juste pour dire des records de distance qui ont été faits,
Tout simplement, il y a des gens qui ont envoyé un objet sur un ballon ou, enfin en tout cas, qui ont mis ça en altitude, et ils ont réussi à obtenir des distances de 830 km, même 1300 km. C'est-à-dire que dès qu'on n'est plus au niveau du sol et qu'on est libéré des obstacles, la portée devient énorme, hein, ce qui est tout à fait normal. Alors maintenant, l'une des choses qui est sans doute la plus intéressante pour les radioamateurs, c'est la capacité d'utiliser LoRa pour faire des réseaux ad hoc ou des réseaux mesh. Et c'est exactement sur ça que portait la présentation des collègues voilà, au printemps dernier. Donc c'était Anthony F4 GOH et Quentin F4 LEI. Est-ce que vous êtes arrivés depuis? Non, oui, vous êtes là? Ah ben voilà. Eh ben, vous avez le lien en bas où non seulement ils vont rentrer complètement dans le détail de ce que c'est qu'un réseau méché LoRa, ils vont vous parler de la façon de l'utiliser. Il y a Meshtastic, on appelle ça un framework, c'est-à-dire c'est un environnement où on vous donne le code qu'il faut mettre sur vos objets et tout pour lancer vos objets LoRa en mode réseau méché. Et ils vous montrent les petites cartes qui coûtent pas cher, qui permettent de le faire. Vous avez tous les détails pour le mettre en œuvre, c'est vraiment très intéressant. Il se trouve qu'il y a le lien vers le site, et si je dois juste donner une toute petite explication, c'est que voilà, vous allez avoir vos objets qui vont communiquer en LoRa entre eux, et qui peuvent se relayer le signal de l'un à l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un objet qui est à 10 km d'un autre, un autre qui est encore 10 km plus loin, un autre qui est 10 km plus loin, et votre premier objet il peut communiquer avec celui qui est à 60 km s'il y a eu des relais entre les deux. Et donc, quand vous allez définir un objet Meshtastic, il va falloir que vous le configuriez pour dire est-ce que j'accepte qu'il soit un relais ou pas, parce que, attention, ça veut dire quoi accepter que votre objet soit un relais? C'est que de temps en temps, sa batterie va être utilisée par quelqu'un, et c'est pas vous, c'est juste pour servir de relais, mais c'est le principe du réseau. Donc la batterie de votre objet va pas tenir très longtemps, il faut sans doute la recharger assez régulièrement, mais peut-être que vous pouvez laisser à certains endroits des objets qui sont branchés sur le secteur, ou sur un panneau solaire, c'est pas un problème. Et puis, il y a aussi dans Meshtastic les petits softs qu'on peut mettre sur son téléphone pour aller configurer l'objet. Donc vraiment, c'est la vidéo de nos collègues explique tout. Et puis la dernière façon d'utiliser LoRa, c'est de faire du LoRa par satellite. Alors là, la LoRa Alliance, justement, veut vraiment promouvoir ça. Donc, il y a de plus en plus de buzz autour de ça, c'est-à-dire envoyer des satellites qui permettent de recevoir des signaux LoRa, et vos objets, au lieu d'émettre à courte portée au niveau du sol, ils émettent à longue portée là-haut. Et du coup, un satellite en orbite basse peut récupérer leur signal sans problème. Alors là, il y a notamment le site que j'ai vu qui s'appelle TinyGS, qui répertorie tous les satellites qui font du LoRa. Et vous avez ici les références et un lien vidéo. Il y a aussi des services, alors là bien sûr commerciaux, donc EchoStar Mobile que je cite. Et là voici juste une prise d'écran de quelques-uns des satellites de TinyGPS. Donc vous voyez chacun des satellites et puis vous voyez à quelle fréquence vous pouvez communiquer avec lui. Alors du coup, c'est des fréquences qui sont 400 mégas, 450. Donc là, il y a un peu un panel de fréquences très différents. Alors, pour en savoir plus sur LoRa, d'abord, un bouquin fait par Sylvain Montagny de l'Université de Savoie, qui vraiment, en français, avec une version en français, qui vous explique tout, beaucoup plus de choses sur LoRaWAN que ce dont je vous ai expliqué. Et puis surtout, vraiment, l'excellente présentation faite par les collègues au mois de mai dernier, ici, à la conférence QRP, qui vraiment vous explique de A à Z comment déployer un réseau Meshtastic, donc un réseau ad hoc d'objets LoRa. Vraiment, donc tout ça a été mis en ligne, nos présentations sont capturées pour que justement ensuite elles puissent être utilisées. Voilà pour la présentation. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions. D'accord. 1, 2, 3. S'il y a des questions, éventuellement, on a 2 micros, donc je fais passer le micro pour les questions. Merci François. Ouais, j'avais une question concernant l'utilisation de LoRa pour les amateurs. Si je dis pas de bêtises, la modulation LoRa est propriétaire. Et on peut. Est-ce que c'est toujours vrai ou je me trompe ?
C'est-à-dire que elle est propriétaire, c'est pas faux, mais la puce coûte pas cher. Donc tu peux acheter des puces toutes faites. Enfin, il existe tellement de cartes que tu vas toujours en trouver une même pas chère qui va permettre de faire ce que tu veux. Toi, ce que tu veux, c'est reproduire Par exemple, oui, ne pas être, on va dire, soumis à une licence. Voilà, c'est ça. Dépendant d'un composant. Exactement. Ou d'une société. Ouais, de Semtech. En gros, tu ne veux pas acheter un système qui a plus. Alors, on peut reconstituer à 99% la modulation LoRa sur une plateforme SDR. Et on a le droit ? Et oui, après tout. Je sais pas, c'est la question justement en fait. Oui, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont posé des brevets ? Voilà. Est-ce qu'ils ont posé des brevets ? Je connais des labos de recherche qui l'ont fait. Alors, ils n'en ont pas fait des produits commerciaux. À partir du moment où tu l'utilises à tes fins personnelles, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Tant que tu fais pas toi-même, tu vends pas ce que tu fais, ou que tu le diffuses pas, même il y en a qui diffusent des systèmes GNU radio qui sont censés refaire tout ce que fait la modulation LoRa. À partir du moment où tu gagnes pas d'argent avec, je pense pas que ce soit trop grave. Maintenant, si tu fous un truc gratuit en ligne et qu'il est utilisé par des millions de personnes et que ça empêche Semtech de vendre des puces, et un jour ils vont te tomber dessus. Mais en tout cas, pour ton utilisation personnelle, à mon avis, il n'y a pas de souci. Oui, merci. Dominique, F5BEZ. J'ai vu, comme beaucoup, les planches sur mèche tastique sur les différents modes qui sont prévus quand on est client, enfin répéteur ou pas. On voit différents niveaux. On voit une courbe qui est très intéressante avec une remontée à gauche, avec des niveaux de sensibilité qui sont au-dessus, enfin au-dessous, si on peut dire, en niveau sensibilité, qui sont un peu impressionnants. J'en parlerai tout à l'heure, on a un peu l'expérience avec WSPR et donc ces possibilités sur un débit très lent d'envoyer des signaux à très faible puissance qui vont loin. Là, quelque part, quand on voit ça, c'est pas tout à fait pareil, mais ça y fait penser. Et ma question n'est pas là, elle est quel est ou quel sera le niveau de résistance aux interférences, au mélange, le seuil de brouillage? Est-ce que vraiment le rapport de ce type de modulation, qui n'est pas conventionnel, permet un gain par rapport à des débits très lents? Oui, bien sûr, là, il faudrait plus qu'une pile CR32, mais c'est un peu ma question. La résistance au brouillage actuel et futur, parce qu'avec tout ce qui se passe, justement, on pourra gêner ces trucs-là s'ils envoient des trucs qui ne plaisent pas. Oui. Alors, en fin de compte, l'étalement de spectre, par définition, c'est une modulation utilisée par les militaires depuis 50 ans, notamment parce que ça résiste extrêmement bien au brouillage. Et ce qui fait que ça résiste bien au brouillage là, c'est que, vous voyez, au lieu d'émettre une porteuse pure, vous émettez un signal sur une large bande, finalement, sur une porteuse qui bouge. Et ça, c'est excellent, parce que ça veut dire que pour le brouiller, faut le brouiller sur large bande. Alors, je vous avoue que, comme il n'y a pas vraiment d'étalement de spectre là, comme je vous l'ai dit, ils utilisent de l'étalement de spectre sans étaler la bande. Il n'y a pas d'étalement de bande. Est-ce que la résistance au brouillage est aussi forte que dans l'utilisation conventionnelle de l'étalement de spectre ? Je ne pourrais pas le dire, mais c'est quand même fait pour ça. Donc je pense que oui. Et puis pour revenir à ta question, l'histoire d'augmenter la durée des symboles pour pouvoir aller plus loin, vous savez que les sondes Voyager, les sondes Voyager avec lesquelles on communique depuis maintenant 50 ans, eh bien c'est justement en faisant ça qu'on arrive à communiquer avec elles quand elles s'éloignent, c'est-à-dire que de temps en temps, on augmente la durée du code dont j'ai parlé, c'est de l'étalement de spectre, on augmente la durée du code, et donc on augmente tout simplement la durée des symboles, et en augmentant la durée des symboles utiles, eh bien on augmente la portée, et c'est comme ça que les sondes qui ont été au début prévues pour aller juste voir Jupiter et Saturne sont maintenant sorties du système solaire, et on communique encore avec elles. C'est exactement ce genre de techno qu'ils utilisent. À une autre conférence à Rennes, ils avaient parlé de ce sujet-là, mais ils portaient davantage sur le pointage de l'antenne. Voilà. Et ça, c'est incroyable. Oui, parce aux étoiles et ça. Faut aussi pointer. D'ailleurs, si vous êtes un peu curieux, l'été dernier, il y a un moment, moi j'ai vu passer un article, on a perdu la sonde Voyager. C'était vraiment un crime contre l'humanité. C'est le seul objet fabriqué par l'humanité qu'en dehors du système solaire, parce qu'effectivement, il y a eu une erreur de manipulation, ils ont dépointé l'antenne. Alors, ils ont réussi à repointer l'antenne après, là, je ne peux pas vous dire comment c'est fait, mais il y a des articles qui doivent en parler, et donc ils ont réussi à refaire la connexion avec Voyager 1, je crois. Oui.
Ouais, bonjour, merci Maxime, F4FEY. Moi j'avais une question sur est-ce qu'on commence à avoir le réseau notamment 868 qui est saturé. Je me suis amusé hier à écouter le 800 sur un canal à Nantes là, pendant 1 heure. C'est vrai que ça gratte pas mal toute la journée et pour l'instant on n'a pas encore eu de zone où il y a des problématiques. Non, franchement, moi j'utilise ça avec mes étudiants et puis on a déployé notre propre réseau, donc j'ai une station, une gateway, une passerelle qui capte tous les signaux. Non, on est très loin de la saturation. D'ailleurs, à mon grand désespoir, pourquoi ? Parce que moi, un de mes sujets de recherche, c'était de proposer une solution en cas de saturation. J'ai écrit ça il y a 10 ans et on n'est toujours pas saturé et j'aime mieux vous dire, ça n'intéresse personne. Parce que tant qu'on n'est pas saturé, mais ce que je propose, ça peut être utile aussi pour une histoire de propagation. Parce que de temps en temps, je vous ai dit, les objets souvent les configurent, ils fonctionnent sur 3 canaux, 868.1, 868.3, 868.5, et aléatoirement ils vont dedans. Moi, ce que je vois, ce que je constate, c'est que des fois, quand vous mettez votre objet à une position précise, il y a 1 ou 2 des 3 canaux qui ne marchent pas, et c'est uniquement à cause de la propagation. Eh bien, le protocole LoRaWAN, 1 fois sur 3, il va quand même les utiliser. Donc, ça veut dire qu'il y a 1/3 de votre énergie qui est utilisée pour rien. Alors moi, j'ai fait des petits algos d'intelligence artificielle qu'on embarque dans l'objet, qui ne coûtent rien en temps de calcul, qui ne coûtent quasiment rien en mémoire, et qui permettent de se rendre compte, alors, il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre, que quand un canal ne marche jamais, il ne faut peut-être pas communiquer avec lui, puis on se contente de communiquer avec les 2 autres. Et avec ça, j'obtiens des taux de bonne transmission de paquets de 99% avec très peu d'efforts. Mais comme je vous dis, ça n'intéresse personne. C'est notre vie de chercheur, elle est souvent comme ça. On a l'impression de faire des trucs formidables. Et tant que personne s'y intéresse, c'est pas si formidable que ça. D'autres questions ? Bon, après, j'ai pris du retard peut-être. Oui. Oui. Moi, j'ai quelques modules en 433. Est-ce que tu peux reposer ta question, sinon elle n'est pas enregistrée? Ah oui, d'accord. Oui, ce que je voulais savoir, c'est les différences entre le 433 et le 868. On parle beaucoup du 868 mégas. Ben oui, et parce 433, on n'a pas. Dans le 868, il y a cette fameuse contrainte du duty cycle de 1% qui va justement garantir qu'il n'y aura pas des objets qui vont communiquer tout le temps. Oui. Et donc, dans la bande à 868, on va pouvoir mettre plein d'objets avant qu'elle sature. Et puis ensuite, elle fait 7 MHz de bande, la bande à 868. Alors que la bande à 433, elle fait que 1 méga. Okay. Donc, dans la bande à 433, vous allez faire peu de choses. Et puis là, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait quelqu'un qui prenne la bande longtemps et qui du coup, vous brouille. Okay. Donc, vraiment, la bande à 868, les contraintes de régulation qui ont été appliquées à cette bande sont vraiment faites pour permettre l'utilisation de l'Internet des objets à grande échelle. Et, après, par contre, l'avantage à 433, c'est que vous avez une meilleure portée pour le même nombre de watts transmis. Ah, d'accord. OK. Merci. Juste ton nom et ton indicatif. F1HUS, Jean-Jacques. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Ah ben oui. Mais attention, si on commence à prendre du retard comme ça dès la première présentation, c'était à quelle heure la deuxième? 10h30. Je suis désolé pour l'autre présentateur. Les autres. Tu vas y aller juste après. Ah d'accord. Tu donnes ton prénom après. Je n'ai pas d'identifié. Bonjour Franck. Au niveau des symboles, c'est une rampe et si on envoie toujours le même symbole, par exemple 0,1, par rapport à votre courbe, j'ai le sentiment que ça fait toujours des rampes complètes. Donc c'est quoi? On est sur une émission synchrone et où il y a un système qui permet de recalibrer pour avoir toujours si on envoie une série de symboles pour savoir lequel on a, quoi. Alors, si c'est toujours le même symbole qui est mis, ça veut dire que vous n'avez pas le choix dans le message que vous transmettez aussi. C'est que le message que vous transmettez, il est figé. Je sais pas, si on envoie 0,1, donc si on envoie 55 par exemple, on va envoyer 4 fois 0,1. Ouais, donc là, on va avoir des rampes qui sont complètes. Est-ce qu'on s'appuie sur le fait d'être synchrone pour être sûr d'avoir, ou il y a une méthode qui permet d'avoir le Alors, vous avez vu que par exemple, quand je vous ai montré les signaux, il y avait un certain nombre de up chirp, puis un certain nombre de down chirp. Et ça, c'est le protocole LoRaWAN, c'est une trame au format protocole LoRaWAN. Et justement, ce préambule, eh bien, il est justement fait pour donner des infos, synchroniser, en gros, pour permettre de donner des infos au récepteur. Voilà, je t'envoie 10 up chirp
Donc ça veut dire, que je suis en train d'émettre quelque chose. Deuxièmement, le récepteur, il va commencer à pouvoir un peu voir quand est-ce que commencent et finissent les symboles. Et ensuite, avant que le message démarre, c'est je t'envoie 2 downchirp et maintenant que ça démarre. Et donc, à partir de là, le récepteur, il est calé et il sait où commencent les symboles et où finissent les symboles. Ça répond à votre question? Oui. Alors, quand vous faites du point-à-point, c'est vous qui définissez votre propre protocole. Donc, vous avez visiblement intérêt à envoyer une séquence pilote, mais à la limite, là, vous faites ce que vous voulez, vous êtes maître. Vous n'êtes pas obligé de suivre le protocole LoRaWAN. Bonjour, Yannick F4UJ. IUJ. Donc, on a des internets, des objets qui consomment pas beaucoup, qui sont tout petits. Et pour décoder, c'est analogique ou numérique? Ça marche comment? En fin de compte, c'est numérique parce qu'on fait une FFT. On fait une FFT. Alors, je ne vous ai pas parlé de toute la chaîne de démodulation, mais effectivement, j'ai quand même fait une planche. J'ai quand même prévu 1 ou 2 planches à ce propos. C'est... voilà. Alors, vous voyez ici, oui. C'est que quand vous recevez votre signal, ce que vous faites, c'est que vous le remultipliez par des upchirp. Et donc, à ce moment-là, vous obtenez la courbe du haut, c'est-à-dire vos upchirp qui montent un peu, ils vont monter encore plus fort. Hein. Vous multipliez une fréquence par elle-même, donc vous arrivez à 2 fois la fréquence. Par contre, quand vous arrivez sur le downchirp, comme vous multipliez par un upchirp et que le downchirp descend aussi vite que l'upchirp monte, ça fait un palier. Donc, quand on reçoit notre signal et qu'on multiplie par un upchirp, on obtient la ligne du haut, c'est-à-dire on obtient une première zone où ça monte 2 fois plus vite, deux endroits où c'est plat, et là, paf, on sait que c'est le départ. Et du coup, maintenant, on reprend le même signal et on le remultiplie du coup par maintenant un downchirp. Et là, on voit ces fameux paliers aux différents endroits qui représentent les symboles. Et on fait une FFT là-dessus. Alors là, ne me demandez pas, je ne sais même pas pourquoi. On fait une FFT là-dessus et hop, ça nous donne la valeur des symboles. Donc tout ça, quelque part, c'est en analogique jusque-là. Et puis après, on numérise et puis on passe dans une FFT. Mais à la limite, la puce Semtech le fait pour vous, hein. Mais on peut le refaire à la main, soi-même. En SDR, on va tout faire en numérique. Hein. Non, merci, mais en fait, ce qui m'interpelle, enfin, je trouve ça extraordinaire, c'est qu'avec si peu d'énergie, on arrive à faire une FFT, quoi. Ah oui, non, mais bon, c'est issu des technologies radar. Enfin, c'est pas un truc qui a été fait au hasard. Hein. C'est un truc qui bénéficie de 70 ans de réflexion derrière. Hein. Et c'est un beau concentré de technologie. Hein. Bon, c'est bon? Pas de dernière question? On va passer à la présentation suivante.